Lorsque cette semaine a commencé, on savait qu'on allait attendre toute la semaine pour avoir droit aux chiffres du PCE. Ça n'a pas manqué et ça s'est clairement reflété et ressenti dans cette espèce de comportement erratique des marchés. Des marchés qui ont donné l'impression de ne pas trop savoir ce qu'ils voulaient réellement. Le discours de Powell n'a pas forcément aidé à y voir plus clair. Bien au contraire, puisque l'un dans l'autre, on ne le sent pas monstre emballé de devoir trop baisser les taux avec une inflation qui colle au basket et qui ne veut pas rendre les armes. On a donc compris que les actions étaient chères selon la mesure de Powell, que Nvidia avait plein de fric et qu'ils sont en train de racheter leurs propres clients. Trump s'est fait coincer dans un escalier roulant et son prompteur ne marchait pas. Et la BNS n'a rien fait pour changer. Résultat, les marchés ont vécu une semaine en forme de montagne russe, mais version Disneyland. Euphorie, panique éclair, retour à l'euphorie, comme si rien ne s'était passé. Bref, on marche toujours en équilibre sur une corde tendue au-dessus du vide, mais tout le monde continue de vouloir y croire, même si au fond, il y a de plus en plus de doutes qui planent sur le marché. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 27 septembre 2025 et je suis Thomas Veillet. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. C'est donc l'histoire d'une boîte qui a tellement de cash qu'elle ne sait plus quoi en faire. Alors, elle balance 100 milliards pour OpenAI. Oui, 100 milliards, soit le PIB de la Hongrie, posé comme ça sur la table. Objectif, financer la prochaine génération d'intelligence artificielle avec 5 millions de GPU qui vont consommer plus d'électricité que la ville de New York en plein été. Le message est clair, Nvidia n'est plus seulement le vendeur de pelles de la ruée vers l'or, ils ont décidé de creuser eux-mêmes la mine, de l'exploiter et de vendre l'or en sortie. Bref, ils sont devenus casino et banque à la fois. Les marchés, évidemment, en ont un peu perdu la tête. Le Nasdaq a pris son shoot d'intelligence artificielle et flotte toujours dans la stratosphère. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas d'action Nvidia dans votre portefeuille, vous avez presque l'impression d'avoir raté le train de la prospérité éternelle. Alors parlons un tout petit peu de ce deal lunaire entre Nvidia et OpenAI. Sur le papier, c'est assez simple. Nvidia sort 100 milliards de dollars pour financer la croissance d'OpenAI. Et qu'est-ce qu'OpenAI fait avec cet argent? Eh ben, ils vont racheter des puces Nvidia. C'est ce qu'on appelle le cercle vertueux ou le cercle vicieux. Ça dépend du niveau du cynisme. Imaginez, je vous prête 100 balles et je vous oblige à aller dépenser ces 100 balles dans mon propre magasin. Résultat, je récupère mon argent, vous repartez avec mes produits et tout le monde est content. Sauf que là, on ne parle pas de 100 balles, mais de millions de GPU et de milliards de dollars et d'une dépendance totale à un seul fournisseur. Et c'est là que ça coince, parce que ce deal circulaire a plusieurs problèmes. Tout d'abord, un problème de concurrence. Si Nvidia arrose OpenAI, est-ce qu'ils vont aussi livrer Microsoft, Meta, Anthropic ou les autres petits acteurs de la même manière? Ou est-ce que OpenAI va passer devant tout le monde dans la file d'attente? On parle quand même du leader absolu des puces d'intelligence artificielle qui finance son propre meilleur client. Les régulateurs antitrust apprécieront. Et il y a aussi un autre problème, c'est la demande artificielle. Est-ce que la demande d'OpenAI est vraiment organique ou est-ce juste Nvidia qui crée sa propre croissance en subventionnant ses ventes? C'est un peu comme un resto qui achèterait lui-même tous ses propres plats pour afficher complet. Ça marcherait jusqu'au jour où les vrais clients se rendront compte de la supercherie. Il y a aussi un problème de dépendance. OpenAI devient prisonnier du couple Nvidia-GPU. Et Nvidia, de son côté, devient dépendant de la réussite d'OpenAI. Si demain, l'IA ne monétise pas comme prévu, ça peut vite ressembler à une bulle alimentée par de la dette circulaire. Alors évidemment, les marchés adorent. Le jour de l'annonce, l'action Nvidia a pris plus de 200 milliards de dollars de market cap. Normal, Wall Street voit demande garantie pour les GPU et il se dit que c'est du pain béni. Mais si on gratte un peu, on voit assez rapidement que c'est peut-être le début d'une espèce de bulle auto-alimentée par Nvidia eux-mêmes. En résumé, Nvidia est devenu le dealer, le client, le casino et le joueur. Donc la fête continue, tout le monde est content. Mais si jamais OpenAI cale, si la régulation tape trop fort ou si le modèle circulaire s'essouffle, ça risque de faire mal. Et pendant que Johnson distribue donc des billets, Jérôme Powell a décidé de gâcher la fête avec une seule phrase: les actions sont chères. Un petit rappel à la réalité comme une claque derrière la nuque, résultat 2 séances de correction sur le Nasdaq, une petite subie collective, puis un retour au rebond, retour au record. Parce que Wall Street fonctionne comme un trader en boîte de nuit. On peut lui dire qu'il va finir avec la gueule de bois à force de picoler toute la nuit, mais il va quand même continuer à picoler. Ce qui est fascinant, c'est que Powell, lui, il a toujours le même discours. Inflation, prix qui monte, attention au but, mais personne ne l'écoute vraiment. C'est devenu un peu le vieux prof ennuyeux que tout le monde interrompt ou qui ne l'écoute carrément plus. Sauf que lui, ce prof, il a la capacité de déclencher un crash à chaque fois qu'il ouvre la bouche.
Et ça force quand même un tout petit peu le respect. Même si son impact semble être de plus en plus limité en ce moment. Et puis, Trump toujours, il est là pour relever toujours ce niveau d'absurdité. Cette semaine, son idée lumineuse, c'est $100 000 par visa H1B. Alors, vous voulez embaucher un ingénieur indien ou un développeur chinois, eh ben, faut payer $100 000 à chaque fois. La Silicon Valley n'a pas aimé, mais Trump s'en fout. Il a déjà gagné sa guerre contre TikTok. Il peut continuer sa croisade contre les ennemis de l'Amérique. Et comme si ça ne suffisait pas, il s'est offert un one-man show à l'ONU. Escalator en panne, prompteur qui lâche et Trump qui improvise en nous expliquant que le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Bref, c'était du pur stand-up, mais derrière les gars, il y a la stratégie, montrer qu'il est aux commandes, qu'il maîtrise le tempo mondial, même si parfois ça ressemble plus à une salle de Benny Hill qu'à un discours présidentiel. Pour conclure la semaine, les chiffres de l'inflation sont tombés et, aux surprises, ça continue de grimper. 4e mois d'affilée où on voit les prix repartir à la hausse. Alors attention, hein, pas l'explosion nucléaire, mais ça monte. Le PCE global est à plus 0,3% sur le mois et plus 2,7% sur un an, son meilleur niveau depuis 6 mois. Et le corps PCE, lui, reste bien calé à 2,9% sur une année. En gros, ça chauffe, mais pile dans les attentes des économistes. C'est d'ailleurs ce point-là qui est impressionnant. D'aussi loin que je me souvienne, les économistes sont toujours plus ou moins à côté de la plaque sur les attentes des chiffres, mais depuis que Trump a donné un grand coup de pied dans la fourmilière du BLS, ils sont presque toujours pile poil, comme les chiffres publiés du BLS. J'en suis à me demander si le Bureau of Labor Statistics ne s'est pas tout simplement résolu à publier les chiffres en fonction des attentes. Ça fait moins de boulot et tout le monde est content. Les chiffres du PCE sont donc considérés comme forts, mais satisfaisants parce que c'est pas pire que les attentes, qui sont déjà élevées. Et là, Powell nous l'avait expliqué cette semaine, les tarifs de Trump, ça ne tombe pas comme ça d'un bloc, d'un coup, tout seul sur les prix. Ça s'infiltre doucement et ça fait son travail de sable de l'intérieur. En gros, l'effet va durer plusieurs trimestres, comme une espèce de gueule de bois qui refuserait de passer. On le voit bien, ce sont toujours les services, les voyages, l'alimentation, les frais financiers qui tirent les prix vers le haut, pendant que les biens liés au commerce mondial ont l'air de respirer encore un tout petit peu. Mais attention, a dit Powell, hein, l'incertitude est élevée. En langage de banquier central, ça veut dire on n'en sait rien, mais ça peut déraper. Pendant ce temps, l'économie américaine fait la belle. Le PIB du deuxième trimestre a été révisé à 3,8%. Pas mal pour un pays qui est censé être étouffé par l'inflation. Et la consommation est toujours là avec plus 0,6% en août. En gros, les ménages continuent de sortir la carte bleue, de s'endetter sur la carte bleue. Merci les salaires qui tiennent la route encore pour l'instant. Mais en arrière-plan, le marché de l'emploi faiblit et c'est ça le vrai dilemme de la Fed. Est-ce qu'on est en train de flinguer le marché du travail pour calmer l'inflation ou est-ce qu'on sauve l'emploi et tant pis pour les prix qui vont continuer à grignoter encore un peu de pouvoir d'achat. Résultat, le scénario central reste celui de 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année, pas parce que l'inflation est maîtrisée, mais parce que la Fed a peur d'un dérapage côté emploi. Bref, Powell joue au funambule, il coupe un peu, mais pas trop, et il prie pour que ça tienne. Et les marchés, eux, ils adorent. Le S&P 500 et le Dow Jones ont grimpé dès la publication. Les futurs pariaient déjà sur une baisse en octobre. Prochain rendez-vous, le rapport sur l'emploi du 3 octobre et le prochain chiffre de l'inflation avant la réunion de fin de mois. Là, on saura si Powell continue de jouer les chirurgiens de précision ou s'il range son scalpel pour sortir la tronçonneuse. Et puis du côté de chez nous, la BNS a décidé de rester zen. Son taux directeur reste à 0%, les plus bas des grandes banques centrales. Pas de surprise, tout le monde s'y attendait. Les marchés avaient déjà enregistré et pricé le statu quo. Alors après tout, pourquoi bouger? L'inflation est revenue gentiment dans la fameuse fourchette de 0 à 2%, pile là où la BNS voulait l'avoir, et le franc reste plutôt sage face à l'euro, alors pas besoin pour l'instant de sortir l'artillerie. Martin Schlegel, le boss de la BNS, a insisté, pas question de replonger dans les taux négatifs, l'époque où les épargnants et les caisses de pension pleuraient sur leur rendement à moins 0,75%, c'est terminé. Aujourd'hui, on reste à zéro, c'est plus confortable et ça évite de passer pour les extraterrestres de la finance mondiale. Mais dans l'ombre de ce joli tableau helvétique, il y a un éléphant quand même dans la pièce pour la Suisse, Donald Trump. Depuis août, le président américain a balancé un tarif de 39% sur les exportations suisses, vous le savez, un des taux les plus délirants du monde qui tombe pile sur une économie helvétique ultra dépendante de ses ventes à l'étranger. Les États-Unis sont un marché clé pour la Suisse et évidemment, si Washington ferme le robinet, c'est tout le modèle suisse qui va commencer à trembler. Résultat, la BNS reste prudente, elle prévoit désormais une croissance de moins de 1% pour 2026 avec un chômage en hausse. Autrement dit, la Suisse encaisse le choc, observe et garde une cartouche monétaire en poche juste au cas où. En résumé, la BNS joue la stabilité coincée entre une inflation qui reste sage et un Trump qui peut dynamiter le commerce helvétique d'un seul tweet. Pour l'instant, on reste à 0%, on attend, on observe.
réserve. Mais si la tempête douanière continue, la BNS n'aura peut-être plus le luxe de rester immobile. Si on regarde les performances de la semaine, alors le Bitcoin qui a perdu 5%, il y a eu un petit sell-off en début de semaine où on ne s'est pas vraiment remis. Les marchés asiatiques avec le Hang Seng qui perd 1,57 pour la semaine. Le SMI qui est en baisse de 1,56%. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines en arrière, on était la meilleure performance de ce tableau. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ça fait 2 semaines de suite que ça va pas terrible en Suisse pour l'instant. Et puis de l'autre côté, le Nasdaq qui baisse quand même 0,65%, le S&P qui perd 0,31%, ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu une semaine en rouge aux États-Unis, what a surprise. Puis autrement, le CAC qui se tient à plus 0,22%, le DAX à plus 0,42% sur la semaine. Le semi-conducteur index qui prend encore 1,17%, ça c'est assez encourageant parce que vous le savez, c'est un indicateur avancé. L'or qui continue d'avancer gentiment. Le pétrole qui reprend 5% sur la semaine à cause des tensions entre la Russie et tutti quanti encore et encore. Et puis des stocks qui baissent aux États-Unis. Et puis l'argent qui casse violemment à la hausse cette semaine avec une hausse de 7,22% sur la semaine. Du côté du SMI, des composants du SMI, c'est Swiss Re qui remporte la compétition cette semaine, plus 4,19%. Et de l'autre côté, c'est Amrise qui n'en finit plus de baisser, qui perd encore 8%, qui était déjà en queue de peloton la semaine dernière. Et c'est encore une fois 8% de baisse, 2 semaines de suite. On a vraiment de la peine à trouver la réelle valorisation d'Amrise. Peut-être qu'on l'a un peu trop surévalué lors de la mise en bourse et qu'aujourd'hui, finalement, on cherche vraiment quel est le prix correct pour pouvoir commencer à investir correctement dans cette société. Autrement, le reste, pas grand-chose à dire. Nestlé qui se bagarre toujours avec ses histoires d'eau de Perrier. Pas mal de news sur la pharma, on va en parler dans 2 secondes. Et puis, autrement, on notera aussi que UBS perd 3% sur la semaine. Là aussi, on va en parler après. Ça cause toujours ratio de capitaux et puis amende avec la France. D'un point de vue technique, alors vous voyez que le SMI termine en dessous des 12 000. Alors ça, c'est pas bon psychologiquement. Mais en même temps, vous voyez aussi qu'on a un gros support qui date depuis bien longtemps maintenant, qu'on peut essayer de déterminer dans cette zone-là, si on enlève les exagérations du mois d'août. Grosso modo, on revient sur un niveau de 11 825 qui serait le support. D'ailleurs, le SMI s'est retourné en fin de semaine, plus ou moins sur ce niveau-là ici. Donc on reste dans ce range latéral que vous voyez ici. Donc c'est très chiant parce que on bouge entre 11 850 et 12 400 plus ou moins. J'ai envie de dire que tant qu'on ne casse pas les 11 800 à la baisse, on peut envisager de jouer le rebond à l'intérieur de ce range. Mais ça, c'est purement du côté trading. Pour le reste, on voit que pour l'instant, c'est quand même très, très difficile. C'est clair, encore une fois, vous avez Nestlé qui souffre. Encore une fois, vous avez les pharma qui n'ont pas vécu la meilleure semaine de leur vie. C'était compliqué pour le SMI cette semaine. Du côté du S&P 500, alors là, il n'y a rien à dire au niveau graphique. C'est un canal haussier imperturbable. Alors oui, effectivement, ça peut aller dans tous les sens, ça peut casser un jour, mais pour l'instant, vous voyez, on a eu 3 séances de baisse cette semaine, on se retourne. On termine pas au plus haut, mais on voit quand même que le marché ne veut pas baisser. Je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, dès que ça baisse de 1%, de toute façon, tout le monde se rue dessus pour venir se repositionner sur le marché américain. Donc pour l'instant, vraiment rien à dire. On monitore la tendance. Vous voyez que les moyennes mobiles s'écartent toujours de plus en plus. La tendance est encore à l'accélération, à la hausse. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de faiblesse. Le Nasdaq, c'est pareil. Voilà, kiff bourricot, comme disait l'autre. Il n'y a vraiment rien à raconter sur le graphique technologique. Ça va peut-être même encore mieux que le S&P 500 parce qu'on a eu 2-3 bonnes nouvelles, entre autres sur Micron cette semaine au niveau des semi-conducteurs. Donc pour l'instant, tout va bien. Même les chiffres qui ont été publiés n'ont pas eu réellement d'impact sur les indices, les chiffres économiques. Et on verra cette semaine l'impact des chiffres de l'emploi, s'il y a un impact. Et puis ensuite, on se concentrera bien sûr sur les premières publications qui arriveront d'ici une dizaine de jours pour commencer la saison des résultats. Ça aussi, ça va nous occuper. Le grand vainqueur du moment, c'est le SOX. Alors, vous vous souvenez, il y avait cette résistance qui correspondait aux anciens tops qui a été complètement nettoyée récemment. Donc, on est passé largement dessus. Et là, vous voyez qu'on est rentré sur un nouveau territoire. Alors, entre les affaires Nvidia, les bons chiffres de Micron, le secteur des semi-conducteurs continue à cartonner. Et là aussi, quand on regarde juste la configuration technique, en dehors du fait qu'on a quand même vachement suracheté, vous voyez que ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. On a vraiment l'impression que ça va continuer encore et encore.
Et c'est vrai que ça reste positif parce que c'est un indicateur avancé. Quand le SOX va, le reste va bien. Et même si aujourd'hui on a un petit peu peur des niveaux de valorisation des marchés, ben on voit quand même que ce secteur, qui n'est pas un secteur bon marché, continue de très très bien fonctionner. Le DAX, alors lui aussi, hein, range de chez range sur le DAX, vraiment, on est collé entre les 23 300 sur le DAX et les 23 900, donc 600 points de range sur le DAX. Pour l'instant, on n'arrive pas à en sortir. Il faudra surveiller donc le haut du range. Hein, si on sort sur les... Allez, si on va chercher les 24 000, eh ben, il y aura peut-être un signe d'accélération haussière, mais consolidation pour l'instant, clairement, et ça fait quand même bientôt un bon mois que ça dure sur l'Allemagne. À Paris, c'est pareil, on consolide aussi, j'ai envie de dire, à haute altitude. Toujours pas de gouvernement, toujours le Muppet Show politique. Mais je crois que plus personne n'en a rien à faire de ce qui se passe au niveau politique en France. Plus personne n'y croit de toute façon. Vous voyez que là, depuis mi-septembre, grosso modo, on a vraiment un range qui oscille entre 7800 et 7900. On n'arrive pas à aller chercher les 8000 pour l'instant. Voilà, pour l'instant on se bat là au milieu, ça se joue entre le luxe et l'armement pour l'instant. Chaque fois qu'il y a des drones qui survolent le Danemark, la Pologne, etc., l'armement repart à la hausse. Et puis autrement, quand les Chinois montrent que ça va un peu mieux, le luxe repart à la hausse, etc., etc. Mais pour l'instant on n'arrive pas à définir une tendance claire et nette non plus. L'or, la semaine dernière je vous avais fait ce graphique là, j'avais montré ce graphique il me semble. On envisagerait que ça revienne sur les 3400, mais pour l'instant, l'or continue de monter. Hein, tant que les taux parient sur une baisse et que finalement on a besoin de cette valeur refuge et que tout le monde adore ça, dès que vous faites la moindre allusion à l'or, tout le monde s'emballe, tout le monde adore ça, c'est vraiment de place to be en ce moment. Mais attention à ce genre d'extension quand même, il peut y avoir des retours à tout moment, mais pour l'instant, tout va bien du côté de l'or. Et d'ailleurs, il y en a un qui prend de la place tout d'un coup, c'est l'argent. L'argent qui a commencé à accélérer assez magistralement ces dernières semaines. Vous voyez que depuis l'été, on est passé quand même de 36 à 46. C'est une performance stratosphérique sur l'argent. Et surtout, quand vous regardez le graphique, on va dire, sur le plus ou moins long terme, vous voyez qu'on est en train de tout casser. Et c'est une accélération assez spectaculaire. Depuis le temps qu'on attend l'argent à 50 balles, eh ben on dirait qu'il va y aller assez rapidement de ce côté-là. Et puis alors on va terminer la partie graphique avec le pétrole. Alors lui aussi, hein, pour l'instant, on a un range, un gros support sur les 61,50 qu'on connaît, qu'on a déjà abordé plusieurs fois. On le dit et on le répète, hein, le gros support pour l'instant c'est ce niveau-là, 61,50. Et puis, on avait un ancien top ici qui passait par les 65,50. On a été plus haut hier. Pour l'instant, on a un peu buté la moyenne mobile des 200 jours. Mais c'est vrai qu'avec toutes les tensions militaires, pétrolières, etc., il y a eu une accélération. Alors pour l'instant, on n'a pas l'impression de réussir à vouloir accélérer encore plus haut, mais là, si on reste en dessus des 65,50 de manière assez longue, et puis qu'on arrive à accélérer pour casser la moyenne mobile des 200 jours, il y aura du potentiel pour remonter en direction des 70. Ça va pas faire forcément plaisir au calcul de l'inflation, ni à Trump, donc attention quand même. Pour l'instant, on est quand même dans une zone où ça pourrait rebaisser assez rapidement sur une annonce quelconque, et on sait qu'ils en ont la capacité. Alors on passe maintenant aux vedettes de la semaine. Cette semaine c'était relativement calme. On a beaucoup parlé de dossiers qu'on connaît, mais c'était le gros sujet, c'était Roche et Novartis entre autres, parce que Donald Trump a encore frappé. À partir du 1er octobre, tous les médicaments brevetés importés aux États-Unis seront taxés à 100%, sauf si le labo construit une usine directement sur le sol américain. C'est un message assez simple, fabriqué chez moi ou payer le prix fort. Alors, il y aurait dû avoir une panique à bas, mais pas du tout, parce que Roche et Novartis, les deux mastodontes helvétiques, ont vite répondu que ce coup de poing leur faisait ni chaud ni froid. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà mis le paquet aux USA et ils ne se sentent absolument pas concernés. Roche a annoncé fin août une nouvelle usine de sa filiale Genentech en Caroline du Nord et un plan d'investissement de 50 milliards de dollars sur le territoire américain. Novartis n'est pas en reste avec 23 milliards déjà promis et 5 nouveaux sites prévus d'ici fin de l'année. Résultat, les deux géants suisses se retrouvent dans la bonne case, celle des entreprises exemptées. Autrement dit, Trump joue les gros bras, mais avec les big pharma suisses
Novartis, ils avaient déjà largement anticipé la chose. Les investisseurs sont plutôt indifférents d'ailleurs. Roche et Novartis étaient même en légère hausse vendredi après l'annonce. Et le marché a compris que les boîtes avaient bétonné leur position bien avant que Trump ne sorte sa taxe massue. Moralité, les labos suisses ne se contentent pas de vendre aux États-Unis, ils s'y enracinent. Et quand Trump dit America's First, Roche et Novartis répondent tout simplement déjà fait, merci. Alors Roche, de son côté, avait bien entamé, on va dire, la semaine. On a été tester cette résistance, vous voyez, à 274 et depuis, boum, 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 boum. Retour à la case départ. Donc la case départ objectif maintenant, ce serait de retourner chercher les 247 francs suisses, combler le petit gap qu'on a laissé là derrière à cette époque-là. Vous voyez, c'est pas massif, c'est pas énorme, mais il y a un trou ici. Donc ce serait parfait qu'on ait recherché ce gap ici. Et ensuite, on pourra repartir à la hausse sur Roche. Mais là aussi, vous voyez, ce trend latéral fonctionne plutôt pas mal sur le bon Roche. Novartis, là aussi, vous voyez que ça fonctionne bien aussi. Alors, on n'a plus notre grand trend latéral. On a l'air de partir dans un truc un peu plus de construction en direction de la hausse. Donc là, vous voyez qu'on avait été chercher les 100. On n'a pas réussi à tenir. On est revenu. J'aurais aimé qu'on ait cherché un peu plus bas pour venir s'appuyer là-dessus, mais visiblement, on est en train de consolider pour repartir à la hausse. Donc, Novartis va plutôt pas mal pour l'instant. Si on arrive à s'éloigner de cette moyenne mobile des 50 jours, on pourra parler de retourner chercher en dessus des 101, 102 francs suisses pour l'instant. Mais comme on vient de l'expliquer, ça va plutôt pas mal pour eux. Ils ont largement anticipé tous les problèmes que d'autres pharma pourraient avoir aux États-Unis. Après plus de 10 ans de feuilleton, UBS ferme enfin le dossier français, 835 millions d'euros pour solder son litige fiscal 2004-2012. La note se décompose en 730 millions de sanctions pénales et 105 millions de dommages et intérêts. Alors souvenez-vous, en 2019, la première amende atteignait 4,5 milliards. Depuis, chaque recours a grignoté la facture jusqu'à ce compromis. UBS avait déjà approvisionné le montant, donc pas de surprise dans les comptes. Pour la banque, l'enjeu est assez simple, éviter un nouveau procès, tourner la page et avancer. Les actionnaires n'ont pas bronché, l'action n'a presque pas bougé sur la nouvelle. C'est pas une catastrophe, c'est juste un coup de conformité pour solde de tout compte et l'enfer fiscal a encore récupéré un peu d'argent. Et puis le feuilleton du renforcement des capitaux propres de la banque continue d'alimenter les bruits de couloir à Berne. L'UBS menace mais ne fait rien et les politiques font mine de ne pas vouloir céder. Le titre aura perdu 3% sur la semaine, mais comme il est en hausse de 17% depuis le début de l'année, il n'y a rien à dire. Le feuilleton continue et on devrait en reparler régulièrement jusqu'à la décision finale attendue au mois de janvier. Du côté du graphique, pas grand chose à dire. L'un dans l'autre, vous voyez qu'on a un support qui passe grosso modo par les 31,83. On n'est pas allé jusque là, mais pour l'instant, on s'est un peu replié durant la semaine. Les conflits avec le Conseil fédéral ne plaisent pas forcément au marché, mais en tout cas, ça ne devrait pas remettre en question la performance de fond de l'UBS. On aura bientôt les chiffres qui vont être publiés. Ça devrait, encore une fois, plutôt bien se passer de ce côté-là. Mais en tous les cas, consolidation, on pourrait racheter sur les 31,80 si on allait chercher jusque-là. Mais autrement, ça se passe plutôt pas mal du côté de l'UBS, malgré leurs quelques soucis financiers et leur dissension avec le Conseil fédéral. On attaque un petit en vrac de la semaine. Il n'y avait pas des kilos de nouvelles cette semaine. On notera quand même que Idorsia, bonne nouvelle, via son partenaire Simcer, ils lancent enfin Quick, leur traitement contre l'insomnie en Chine, un marché gigantesque. Reste à voir si ça percera. Earlycon, moins drôle. Kepler est passé de hold à vendre et taille dans l'objectif de cours. Autant dire que l'accueil n'a pas été super chaleureux. Ipsomed, même punition. Exxon, BNP Paribas redémarre la couverture avec un underperform. Résultat, ça tanguait un petit peu sévère pour le titre. Santerra, grosse claque, moins 14% d'une journée et plus de 20% sur la semaine. Oui, les ventes progressent, mais les dépenses explosent encore plus vite. Résultat, ils ont dû monétiser trop tôt leur redevance sur le traitement du chêne et les marchés n'ont pas aimé du tout. Et Basilea, côté positif, eux, ils décrochent un financement de 159 millions de dollars de la BARDA américaine pour la recherche et développement biomédical, de quoi respirer encore un petit peu mieux. Montana Aerospace, eux, ils ont vendu une division aux États-Unis, leur branche énergie, et désormais, ils se présentent uniquement comme pure player aéronautique. Un repositionnement clair, reste plus qu'à convaincre les investisseurs. Alors voilà, cette semaine, on a eu un mélange explosif, Nvidia qui construit l'autoroute de l'IA avec des milliards, Trump qui transforme la politique internationale en stand-up et Powell qui fait toujours semblant d'avoir une main sur le volant. Et la vraie question, c'est pas juste où est-ce que ça peut aller, mais qui va tenir la narration en vie le plus longtemps? Parce que entre l'inflation qui rôde, le pétrole qui flambe et les coups de théâtre de Trump, il suffira d'une étincelle
pour tout faire basculer. Mais tant qu'il y a de la musique, pour l'instant, on veut continuer à y croire. Et pour l'instant, dès qu'on baisse de 1%, il y a toujours des acheteurs qui reviennent. Et tant qu'ils reviennent, c'est que la magie du FOMO est toujours là. La semaine qui nous attend va être à nouveau très lourde en termes de chiffres et d'interprétation des chiffres. La confiance des consommateurs et les JOLTS vont sortir mardi. Et quand on voit les chiffres de la confiance du consommateur version Université du Michigan qui sont sortis vendredi, alors on se dit que l'Américain il commence à en avoir un tout petit peu ras-le-bol de l'inflation persistante qui grignote son pouvoir d'achat jour après jour. Ensuite, on aura les chiffres de l'emploi ADP. Mercredi, on attend 54 000 créations d'emplois. Et puis vendredi, ce sera les NFP qui devraient être de 39 000. Et comme le BLS, le Bureau of Labor Statistics, a l'air de se caler sur les attentes des analystes, pour ne fâcher personne, on devrait donc avoir 39 000 créations d'emplois pour ne pas déranger et surtout pour ne pas se faire virer par Trump. Donc, reposez-vous bien ce week-end parce qu'il va y avoir du lourd à digérer la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Et nous, on se revoit bien sûr lundi matin pour un tout nouveau Morning Bull Live. Je précise encore que j'ai fait une vidéo sur la consommation électrique et la consommation d'eau dans les data centers. Si ça vous intéresse, il y a le lien de la vidéo en dessous de cette vidéo aussi. Et puis, profitez bien du week-end, reposez-vous surtout et à lundi. Bye bye.